Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, au Bénin, les autorités plaident pour le lancement de l'opération Koudangou renforcée qui réunit les forces armées de 5 pays ouest-africains contre le terrorisme. L'extrémisme violent s'intensifie dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Le Togo et le Bénin, qui étaient jusqu'ici épargnés, subissent depuis l'an dernier des incursions de groupes terroristes au niveau de leurs frontières. Lutte contre la corruption au Malawi, promesse de campagne à laquelle le président Lazarus Chakwera tient. Il a récemment retiré au vice-président Solos Chilima toute fonction déléguée en raison de son implication présumée dans une affaire de corruption. Et puis, les Soudanais éprouvés à mesure que le pays s'enfonce dans la crise politique et économique 3 ans après la révolution. Sur place, la crise est totale et toujours aucune réponse concrète de la part des généraux au pouvoir. Mais tout d'abord, des centaines de prisonniers, dont des dizaines de terroristes détenus, sont en fuite au Nigeria après que des militants présumés de Boko Haram aient attaqué une prison près de la capitale Abuja. Des hommes armés ont fait exploser la prison à sécurité moyenne de Kuje à la périphérie d'Abuja dans la nuit de ce mardi 5 juillet, libérant 600 des 994 détenus de la prison, ont indiqué des responsables gouvernementaux. Plus de 300 évadés ont été rapidement interceptés par les forces de l'ordre. Le ministre de la Défense rassure, les forces de sécurité sont à la poursuite du reste des détenus en fuite. Au cours de cette attaque, un gardien de prison a été tué et 3 autres ont été blessés. La stabilité politique de la Libye reste insaisissable et les populations commencent à s'impatienter. Les manifestations du 1er juillet dernier en sont la preuve. Accusé d'inertie par les Libyens, ce mardi 5 juillet, le Conseil présidentiel, organe issu de l'accord politique de Genève, a proposé la démission des 2 gouvernements dans le but de sortir de cette impasse. Celui issu de l'accord politique avec à sa tête Abdelhamid Beba et celui désigné par le Parlement de Tobrouk en mars dernier est dirigé par Fatih Bachag. Une proposition qui a peu de chances d'aboutir selon les observateurs. Les élections présidentielles et parlementaires libyennes prévues pour décembre 2021 ont été reportées Sindié dans un contexte de tensions croissantes. Ces scrutins prévus avaient suscité l'espoir de sortir de l'impasse et de réunifier le peuple libyen pour apporter stabilité et prospérité, mais elles ne se sont pas concrétisées. La série d'attaques terroristes transfrontalières dans le nord du Bénin qui ont commencé l'année dernière se sont intensifiées au cours des premiers mois de 2022. Les groupes islamistes opérant à partir du Burkina Faso font de plus en plus fréquemment des incursions sur le territoire béninois. Les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont plus que jamais en alerte. Le Bénin plaide pour le démarrage de l'opération Koudangou renforcée. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. On dénombre au Bénin 6 attaques meurtrières et des pertes en vies humaines en 8 mois depuis le 1er décembre 2021. La réponse militaire a permis la sauvegarde du territoire jusqu'à la hauteur de la zone frontière du Bénin et du Burkina Faso, Kouloukwalou. Pour contrer les actions des terroristes et éviter que les zones frontalières deviennent des sanctuaires fortifiés pour les assaillants, l'opération multinationale intitulée Koudangou 4 renforcée devrait démarrer avant la fin de l'année 2022. C'est vrai, certains instruments sont déjà mis en place, mais à moyen terme, il faudrait que véritablement on ait des résultats tangibles qui puissent permettre de marquer mettons, le processus qui est déjà engagé en termes de déradicalisation, en termes d'assèchement des sources de financement du terrorisme. À long terme, je pense qu'il est attendu que la coopération au niveau régional et international puisse produire ses fruits. L'initiative d'Accra devrait être amplifiée. La dernière attaque meurtrière perpétrée au nord-ouest du pays contre un commissariat de police, notamment à Materi, dans la nuit du 25 au 26 juillet 2022, a causé le décès de 2 policiers. La riposte à cette dernière a permis de neutraliser 2 assaillants, selon l'état-major de l'armée béninoise.
Depuis les premières attaques en décembre 2021, le dispositif sécuritaire a été renforcé. 1 millier de personnel militaire a été déployé le long de la frontière avec le Togo, dans la localité dénommée Tampaga, jusqu'à la frontière avec le Nigeria, du côté de Segbana et Kalali. Le Bénin n'a perdu aucun état de terrain et mieux encore, le moral des hommes sur le terrain est des plus efficaces, des plus forts. Il y a également une acquisition progressive d'équipements militaires spécifiques adaptés à la menace en cours. A noter que de nombreux observateurs s'inquiètent d'une éventuelle jonction des nébuleuses terroristes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique orientale. Des experts préconisent la mutualisation des moyens, le renforcement des initiatives sécuritaires régionales telles que l'initiative d'Accra, la force multinationale mixte, afin de contenir ce fléau dans les différentes régions du continent africain. Au Congo, les forces armées ont accompli leur devoir citoyen de vote ce lundi 4 juillet dans le cadre d'élections législatives et locales. La CENI avait garanti un vote sans encombre, mais de nombreux dysfonctionnements ont été relevés, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Ce que nous allons faire, c'est que premièrement, nous avons engagé... Trésor Pabombaki, candidat indépendant dans la circonscription unique de Kimongo dans le département du Niari, a été surpris du retrait de son nom sur la liste des candidats le jour du vote anticipé des agents de la force publique. Il accuse ses adversaires politiques. Il y a un mauvais traitement des différents dossiers de la part de notre administration, mais aussi à ne surtout pas écarter les bras longs de nos différents hommes politiques qui aujourd'hui se sentent étouffés sur le terrain politique et donc veulent également étouffer la démocratie de telle sorte que la population puisse choisir librement ses mandats. Comme Trésor, 8 autres candidats aux législatives et une centaine de candidats au local ont constaté le retrait de leur nom sur les listes officielles. Le vote n'a pas pu se tenir dans toutes les circonscriptions et l'on dénonce le laxisme des agents de la Commission nationale électorale indépendante. Actuellement, il y a un manque de bulletins de vote. Ce qu'il faut remarquer, il y a tellement d'électeurs dans le bureau de vote. La deuxième des choses, en fait, c'est au niveau des illusoires. Il y a souvent 3 électeurs au même moment et les agents de la CNE ne font rien du tout pour essayer de mettre un peu de l'ordre. 3 ou 4 localités d'accès difficiles, quelques soucis. Nous sommes en train de voir avec le gouvernement si on peut les faire voter demain. Le vote a été reprogrammé ce mardi 5 juillet 2022 dans les circonscriptions de Mbomo et Mbama, où l'accès difficile n'a pas permis à la Commission nationale électorale indépendante d'acheminer du matériel. Élu sur la promesse de lutter contre la corruption, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, ne ménage pas d'efforts. Il a récemment retiré les pouvoirs à son vice-président, impliqué dans un vaste scandale de corruption dans le cadre de contrats publics. Un souci de transparence et d'orthodoxie dans la gestion des affaires publiques que le président Chakwera a une fois de plus tenu à mettre en avant lors de la célébration ce mercredi 6 juillet du 58e anniversaire de l'indépendance du Malawi. Samantha Sabiro. Le président Chakwera, qui lors de sa prise de pouvoir promettait de lutter contre la corruption, a décidé en janvier dernier de limoger 33 membres de l'ensemble de son cabinet. Dans ce sillage, le chef de l'État malawite a également annoncé en juin 2022 qu'il retirait au vice-président Salos Chilima toute fonction déléguée en raison de l'implication présumée de celui-ci dans une affaire de corruption. Il a également limogé l'inspecteur général de la police, le secrétaire général de l'administration présidentielle et le président de l'autorité des marchés publics et de la cession des actifs pour les mêmes raisons. Il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher au président Chakwera, c'est tous ces efforts qu'il entreprend pour lutter contre la corruption et qui a été matérialisé par des faits concret puisqu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été destituées au sein, notamment lors de son premier gouvernement qui a été nommé, mais également encore aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer concernant son vice-président. Par ailleurs, il faut pondérer tout cet enthousiasme et cet élan
autour du président Chakwera pour plusieurs raisons. Élu le 23 juin 2020, au moment où il était chef de l'opposition avec 58,57% des suffrages, Lazarus Chakwera avait remporté la présidentielle au Malawi devant le chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Après sa prestation de serment le 28 juin 2020, il avait promis à ses concitoyens un gouvernement à l'écoute et au service des citoyens. Parce que je pense que tant que le Malawi se retrouvera dans cette situation économique où plus de la moitié de sa population vit dans l'extrême pauvreté, tant qu'il n'y aura pas de politique de développement avec une industrialisation de son économie, tant qu'il n'y aura pas aussi des institutions de contrôle renforcées, il sera difficile d'endiguer des pratiques de corruption puisque c'est quelque chose qui est structurel et qui est rentré finalement dans l'état d'esprit des habitants du Malawi. C'est pour cela qu'il faille vraiment un attelage entre des institutions de contrôle et également un développement du pays pour changer radicalement et lutter contre la corruption. Candidat malheureux en 2014 puis en 2019, il prenait ainsi sa revanche sur le président sortant Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014 au terme d'une longue bataille judiciaire et politique. En 2019, il avait rejeté les résultats officiels de la présidentielle qui donnaient Peter Mutharika vainqueur par moins de 100 060 voix d'écart. L'Union des Comores fêtait également les 47 ans de son indépendance ce mercredi. Une occasion de faire un bilan sur la gouvernance du président Azali Assoumani, réélu en 2019. Gouvernance qui se veut axée sur le dialogue au sein de la classe politique. Mildred Diamant. Azali Assoumani, homme politique et officier militaire, dirige les Comores depuis avril 2019. L'homme d'État croit en un dialogue inclusif, pouvant garantir la paix, la stabilité et le développement. C'est dans ce cadre qu'il a initié le plan commun émergent qui couvre la période 2020-2030. Ce programme devrait accélérer la transformation socio-économique des Comores. Aux Comores, on a dit 2030, donc chacun a un agenda. On va se tenir un séminaire gouvernemental pour essayer de revoir, pour relancer ce plan, et nous avons un bel espoir parce que les gens qui ont un sein, ils sont prêts à participer. Dans sa quête pour la paix et la démocratie, le président Azali Assoumani entend créer un espace permanent de dialogue inclusif pour le bien du peuple comorien. Début mars 2022, il avait engagé un dialogue national intercomore-Moroni qui visait à apaiser le climat tendu dans le pays depuis le changement de la constitution en 2018. Ce dialogue avait débouché sur le découpage électoral et la mise en valeur de la place de l'opposition, l'éligibilité de la diaspora et des binationaux. Il avait également reconnu le déficit d'application des textes juridiques. Les recommandations de processus, comme je l'ai dit, c'est d'abord les élections, c'est aussi mettre en place une structure de dialogue privé, public-privé, de façon à ce qu'effectivement on accompagne nos opérateurs électroniques pour essayer de faire en sorte que les problèmes socio-économiques que le pays doit affronter, que ce ne soit pas le monopole ou le rôle du gouvernement seulement. Le gouvernement, effectivement, lui, il est là pour agir. Mais il a besoin des conseils de la société civile, des entrepreneurs, de nos partenaires. Après 3 ans au pouvoir, à l'issue d'un coup d'État en 1999, Azali Assoumani est élu pour la première fois en 2002 pour un mandat de 4 ans. L'ancien opposant a ensuite été réélu en 2016 pour un mandat de 5 ans, après la révision de la Constitution en 2018, qui lui permet de briguer un deuxième mandat consécutif. Azali Assoumani remporte le scrutin présidentiel de 2019 avec 59,05% des suffrages. La prochaine élection présidentielle des Comores est prévue en 2024 et le président Azali Assoumani a manifesté l'intention d'être candidat à sa succession. L'économie soudanaise en pleine déliquescence, crise politique, inflation galopante, effondrement des exportations, risque de pénurie. Plus de 8 mois après le coup de force militaire du général Abdel Fattah al-Burhan, tous les compteurs sont au rouge. Les populations continuent de réclamer un retour au gouvernement civil. Le point sur la situation avec Zahra Mohamed Mitiou. Le Soudan, un pays qui manque désormais de tout. Le secteur alimentaire, celui de l'électricité et même le secteur de l'eau. Chaque domaine est concerné par les pénuries. Comme vous pouvez le voir, les conduites d'eau sont vides. En été, c'est une autre histoire, il n'y a absolument pas d'eau. On se dit que si le gouvernement n'apporte pas de solution, Dieu va arranger les choses car nous n'avons pas d'eau. Depuis le coup d'État d'octobre 2021 et l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan,
La crise économique s'est amplifiée, accentuant la montée de la contestation populaire. Le gouvernement militaire est régulièrement accusé d'être à l'origine de cette crise. Mais pour la junte, la responsabilité se trouve ailleurs, surtout dans l'arrêt de l'appui financier étranger. Une aide conditionnée par la communauté internationale au retour du gouvernement civil et à la libération des prisonniers politiques. Nous attendions un soutien budgétaire de 500 millions de dollars de la Banque mondiale en novembre et il n'est pas arrivé. Et pour les 500 millions de dollars attendus en juillet, nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise également. Nous avions l'habitude de fournir un soutien financier aux citoyens par le biais du programme Tamara, financé par la Banque mondiale, mais le programme a été interrompu. Le pays se trouve désormais au bord d'un effondrement économique mais aussi sécuritaire. Au Soudan, où le coup d'État de 2021 a totalement bouleversé la transition démocratique engagée depuis le soulèvement de 2019. Le général Abdel Fattah al-Burhan indique vouloir laisser place à un gouvernement civil. Loin de convaincre les Soudanais, cette annonce participe au renforcement de la mobilisation contre le régime de Khartoum, dont la rue cherche la chute immédiate. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.